De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Akaya, économiste, Jean-Marie Talley, délégué du JICAM en France, et de notre éditorialiste Daouda Tal. Tout de suite, le dossier du jour. Durant les 15 dernières années, la CEMAC a tenté de densifier son dispositif juridique et son panorama institutionnel afin de favoriser l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes. Les présidents gabonais et équato-guinéens se sont d'ailleurs engagés à appliquer ce processus de libre circulation. Mais plusieurs facteurs alimentent encore la non-effectivité des mesures sur le terrain. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baokan, et de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutouma. Depuis le lancement de la zone CEMAC le 16 mars 1994, les chefs d'État des 6 pays membres se sont engagés dans la mise en place des dispositions institutionnelles et juridiques afin de faciliter l'intégration en Afrique centrale. Plus d'une dizaine d'années plus tard, malgré quelques avancées, l'on observe un bilan mitigé dû à la prééminence de certains obstacles. Quelles sont ces pesanteurs qui entravent la mise en œuvre de la libre circulation en zone CEMAC? Comment expliquer leur quasi-immuabilité face à la volonté politique brandie par les États? Quel défi pour la CEMAC? L'Afrique centrale, et plus précisément la zone CEMAC, est l'un des espaces communautaires où il y a le moins d'échanges de facteurs de production selon les spécialistes. Depuis le passage de l'UDEAC à la CEMAC, les chefs d'État ont manifesté leur volonté de renforcer les liens de solidarité entre les pays, ceci par la mise en place des dispositions juridiques et institutionnelles. Depuis le passage de l'UDEAC à la CEMAC, il y a des volontés vraiment de la part des chefs d'État, de la part de toutes les autorités de la CEMAC, de renforcer le lien de solidarité. Nous avons vu le sommet de chefs d'État de l'Afrique centrale en 2015 au Palais de Congrès. Ils ont vraiment exprimé la volonté de renforcer le lien de solidarité. Et même les dernières rencontres, nous avons vu vraiment la volonté des dirigeants de la CEMAC de renforcer le lien de solidarité. Le processus d'intégration sous-régionale à travers la mise en œuvre de la libre circulation reste mitigé. Des 6 pays que compte la CEMAC, quelques-uns ont véritablement amorcé la mise en œuvre effective des mesures prises lors des différentes assises sous-régionales. Je pense qu'il faut d'abord faire une distinction entre les pays où l'intégration ne pose aucun problème et ceux où il y a effectivement des problèmes à régler. Là où l'intégration ne pose aucun problème, en zone CEMAC, il y a naturellement le Congo-Brazzaville, Centrafrique et le Tchad. L'entrée et la circulation des biens et des personnes se passent, à ma connaissance, sans aucun problème. Par contre, le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont les 3 pays où, effectivement, on rencontre encore des pesanteurs sérieuses quant à la capacité des personnes en particulier de circuler librement, c'est-à-dire conformément à la loi CEMAC, avec juste une carte d'identité. Ceci n'est pas vrai dans ces 3 pays. Ce paradoxe révèle simplement que la volonté politique, quand elle existe, peut être assujettie à des variables qui réduisent son champ d'influence. Il ne se pose plus un problème de volonté politique défaillante, mais bien une question d'opportunité politique des décisions prises. Il y a eu certaines rivalités entre les chefs de ces États-là, notamment entre le Gabon et le Cameroun, où l'un avait l'ancienneté de poste et l'autre avait l'ancienneté biologique. Et vous savez qu'en Afrique, quand tout cela s'entremêle, ça peut effectivement poser des problèmes en termes de leadership. L'examen approfondi de la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC met en exergue plusieurs obstacles qui entravent le processus amorcé depuis une quinzaine d'années. La conjoncture en Afrique centrale et les critères socio-anthropologiques longtemps écartés des préoccupations des dirigeants constituent aujourd'hui une source de déstabilisation de ce processus. Le Gabon s'est opposé à la libre circulation du fait de sa faiblesse démographique. Alors qu'il y avait comme une peur du voisin, je voudrais dire camerounais, puisque ce sont les plus nombreux, à croire que s'il y a un voisinage par trop peuplé et que le Gabon soit très peu peuplé, cela peut entraîner des situations
qui sont difficilement gérables sur le plan migratoire. Partout où vous avez des disparités importantes entre pays, vous avez l'effet d'attraction qui est craint par les leaders du pays le plus riche à propos des pays les moins pauvres. Ils ont peur d'être envahis et de pouvoir ne plus contrôler un certain nombre de leurs propres ressources. Sur le terrain, il reste difficile pour les citoyens de l'Afrique centrale de se mouvoir en toute aisance. Les pratiques transfrontalières tout le long des corridors sont particulièrement discriminatoires à l'égard des ressortissants de la sous-région. Un affairisme notoire autour des profits issus de la rente migratoire y a été développé depuis des années. La corruption a fait son lit sur nos corridors et au niveau de la frontière. Il faut absolument payer je ne sais pas combien pour pouvoir circuler. À chaque barrière, on vous estorque de l'argent. Les populations doivent aussi être informées, par exemple, de leurs droits et obligations, par exemple sur la douane, le phytosanitaire, un peu qu'est-ce qu'un citoyen a à faire pour être à l'aise, pour circuler librement. La question de la libre circulation des personnes est une des pierres d'achoppement entre les États membres de la CEMAC. Lors de la 13e conférence des chefs d'État de la CEMAC tenue en février 2017 à Djibolo, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés à appliquer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace commun à toute personne physique possédant une carte nationale d'identité ou un passeport biométrique. Stéphane Akaya, la CEMAC est la sous-région la moins intégrée du continent. Comment expliquer ce retard ? Alors, en ce qui concerne la zone CEMAC et puis comparé à la zone CEDEAO, effectivement, la zone CEMAC est moins intégrée. Et je pense qu'il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer cet état de fait. Le premier que je vois, c'est le profil des économies des pays d'Afrique centrale. Okay, c'est des économies rentières. C'est des économies qui vivent essentiellement des richesses du sous-sol. En l'occurrence, le pétrole. Quand vous prenez le Congo, c'est quoi? C'est le cobalt, c'est le diamant, qui finalement commercent. Leurs principaux clients, c'est l'extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas la zone, c'est vraiment les industries. Ce qui ne favorise pas les échanges dans la Donc, région. Sur ce profil, je pense qu'il faut déjà commencer par installer des raffineries dans les pays où il n'y a pas de pétrole, installer des usines de transformation des produits, je ne sais pas, du fer, du diamant dans d'autres pays pour qu'on puisse renforcer, pour qu'on puisse prouver vraiment l'intérêt de s'intégrer dans la zone CEMAC. Ça, c'est vraiment en économie, c'est simple. Quand vous créez des incitations, vous arrivez à créer une plateforme d'intérêt commun pour tous les acteurs qui utilisent la plateforme. Deuxième élément qui est aussi très important, c'est la volonté des chefs d'État, qui commence par venir, mais je pense que cette volonté n'est pas assez affirmée à ce stade pour rendre la zone complètement intégrée. Malgré les décisions, la volonté n'est pas réelle. N'est pas réelle, parce que ce qu'ils oublient, les chefs d'État, c'est que vous ne pouvez plus continuer dans une économie rentière quand vous avez une fluctuation aussi importante des matières premières, c'est-à-dire en termes de prix. On a vu la crise du pétrole, ce qui a complètement fait chuter les taux de croissance dans la zone. Et aujourd'hui, il faut aller vers une diversification des économies. Et pour faire la diversification, il faut avoir une volonté réelle de le faire et utiliser les avantages comparatifs de la zone de sorte à ce qu'on puisse réellement profiter de la proximité des pays qui sont des marchés de consommation similaires. Parce que quand vous prenez la zone CEDEAO, aujourd'hui, ce qui renforce cette intégration, c'est les profils de consommation. Parce que le Togo, le Ghana et le Nigeria, qui est un grand producteur de produits que je dirais l'usine de l'Afrique de l'Ouest, a besoin des pays partenaires, en l'occurrence le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, pour écouler ses produits, donc a intérêt à jouer le jeu. Donc il faudra aussi qu'en Afrique centrale, on puisse jouer cette diversification pour aller vraiment vers l'intégration. Jean-Marie Talley, alors justement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par rapport à l'UEMOA ? Alors, en complément de ce qu'il vient de dire, il faut rajouter le fait qu'au-delà de la volonté, du manque de volonté politique des dirigeants, il y a surtout le manque de coopération, le manque de cohésion, il manque de cohérence dans les politiques développées par chacun des pays de la zone CEMAC. Tout est disparate.
il y a plein d'organes, plein d'institutions qui, au lieu de créer la cohésion, créent plutôt du désordre. Donc c'est ce qu'on retrouve en Afrique centrale. Donc c'est l'une des raisons principales et qui pousse les pays à se replier sur eux-mêmes, à rester un peu individualistes. C'est l'une des zones où il y a le moins de développement des échanges économiques, des échanges commerciaux et des circulations des personnes et des marchandises. Or, il était dit, et c'était très clair, et c'est clair pour tout le monde, quand vous regardez toutes les sous-régions, ou toutes les régions, les groupements économiques dans le monde entier, la zone CEMAC est l'une des dernières, partout dans le monde entier. C'est le marché le moins performant. C'est le marché le moins performant, mais qui regorge de plus de ressources. Et on se pose donc la question, pourquoi? La volonté des chefs d'État n'y est pas. Donc, si on prend simplement les infrastructures, il y a une dame qui a dit tout à l'heure, si vous prenez le corridor qui part du Cameroun vers le Tchad, mais c'est impensable, c'est même invivable entre les douaniers, les gendarmes, les policiers, le manque d'infrastructures, même de repos sur le chemin, ainsi de suite, des raquettes divers, ça fait que tout ça, c'est connu et su, mais il y a un manque de volonté politique d'éradiquer et de mettre un terme à tout ça. C'est ce qui explique le fossé entre les décisions prises et la réalité? Alors, il y a déjà ça qui explique le retard aujourd'hui et ensuite la non-applicabilité des décisions prises. On prend des décisions, il y a eu un problème d'ego des individus à un moment donné, le professeur Pondy le dit ici très bien. Il y a eu un problème d'ego entre ceux qui dirigeaient, qui dirigent encore d'ailleurs dans les pays d'Afrique centrale. Et ce problème d'ego, je pense, aujourd'hui est en train d'être dépassé. Maintenant, l'application des mesures prises souffre d'un autre problème. C'est en gros, qui ne dit pas son nom. C'est toujours, je pense qu'il l'a évoqué tout à l'heure un peu en filigrane, si on les applique, on sera envahi. Et donc, on sera envahi par qui? N'oubliez pas que c'est une zone qui fait quand même 50 millions d'habitants. Et c'est le Cameroun qui a, avec entre 23 et 25 millions d'habitants, est non seulement le plus grand, le plus performant, le plus dynamique, mais qui aussi a une volonté d'exportation en matière, en tout cas dans la sous-région, des produits et des personnes intra-régionaux. Et donc, ça fait peur, essentiellement au Gabon, en premier. Daouda, c'est la libre circulation des biens et des personnes qui pose problème là aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'il y a un paradoxe. Vous ne pouvez pas vouloir créer une zone monétaire commune avec la levée des barrières au commerce et ne pas accepter que les populations puissent circuler librement. Donc là, vous n'avez pas vraiment d'économie, vous n'avez pas de zone commune. Donc ça, c'est véritablement un paradoxe. Mais je pense que le fait que les économies de la zone CEMAC ne sont pas diversifiées, c'est là le nœud du problème. Parce que vous, comme vous aviez posé la question tout à l'heure par rapport à la zone UEMOA, si vous prenez la zone, les 8 pays de l'UEMOA, c'est vrai que c'est des pays moins rentiers que les pays de la zone CEMAC. Donc on revient bien au premier facteur. Exactement, parce que si vous vous déplacez d'un pays à un autre, par exemple, je ne sais pas moi, vous vous déplacez du Cameroun au Gabon, qu'est-ce que vous allez faire en réalité? Bon, parce que des fois, c'est bien aussi de poser les choses de manière un peu terre à terre. C'est des pays qui commercent, par exemple, le Gabon, c'est un pays qui commerce plus avec l'international. Le Congo également, c'est la rente qui est exportée. Alors, puisqu'il n'y a pas de transformation, comment les gens vont trouver du travail sur place? L'économie n'est pas diversifiée, etc. Donc, je pense que c'est véritablement un ancrage dans la diversification de l'économie, un minimum qui permettra d'arriver à faire accepter à tout le monde la libre circulation des biens et des personnes. Mais il y a aussi cette volonté politique quand même. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Marie Talley? Non, il y a un point qu'il faut relever là-dessus. Alors, en zone CEMAC, l'économie est diversifiée en parlant par exemple du Cameroun. Oui, le Cameroun a une économie diversifiée. Mais le véritable problème, souvent c'est un problème qui relève plus des émotions des uns et des autres. Si vous prenez le cas du Gabon, quand vous posez la question en disant les Camerounais iront au Gabon pour faire quoi? Non, les Camerounais, comme c'est reconnu et connu, qu'ils ont une certaine dynamique, ils sont très industrieux. Or, le Gabon n'étant pas prêt psychologiquement à s'ouvrir à une certaine industrialisation, à une certaine élévation ou une certaine dynamisation de son économie, a nécessairement peur que ceux qui arrivent, s'ils sont plus industrieux, ils vont damer le pion, alors que c'est complètement faux. Et tout ça parce que le gouvernement gabonais entretient ce mythe
Le gouvernement gabonais entretient ce mythe, comme le gouvernement équato-guinéen a entretenu exactement le même mythe. Donc on préfère vivre sur des économies de rente et sur des économies d'exportation en dehors de notre sous-région, de la sous-région d'Afrique centrale, au lieu de développer le potentiel qui est dans la sous-région des échanges économiques et des échanges commerciaux, et en tout cas la libre circulation des personnes qui favorise également un meilleur essor économique. Donc on préfère rester sur des sous-entendus émotionnels que des vraies réalités, le réalisme économique. Stéphane Akaya, les entreprises de cette sous-région, elles sont handicapées aujourd'hui par ce manque d'intégration? Oui, tout à fait, parce que quand on voit que l'Afrique tout entière participe seulement à 2% du commerce international, on se pose bien la question comment on peut avoir toutes ces ressources, on peut avoir toutes ces capacités, qu'on ne puisse pas monter en échelle, permettre à nos entreprises d'utiliser ce marché pour vraiment monter en échelle. Je pense que c'est un handicap majeur. Et ce qui finalement prouve que entre la qualité des tests et des décisions que nous prenons et la capacité, les questions de capacitation vraiment de nos acteurs politiques et du secteur public sont très faibles. En l'occurrence, les secteurs publics qui appliquent ces tests. Parce que, comme le disait mon confrère, généralement, c'est que vous avez ces tests qui sont pris de manière politique, de manière volontariste, mais quand vous avez des acteurs publics qui ne comprennent pas les bien fondés de ces questions, qui n'arrivent pas à porter le leadership, finalement, de ces questions, vous voyez qu'au final, on se retrouve avec une zone qui est très peu intégrée. Vous allez voir que, d'ailleurs, les institutions qui essaient de promouvoir ce genre de libre circulation sont plus présentes en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. En l'occurrence, le CNUSED, un certain nombre de choses, d'institutions sont plus dynamiques sur des terrains où les enjeux sont mieux compris. Et pour mon pays qui est le Togo, pratiquement nous avons avec l'USAID des séminaires qui parlent vraiment de ces levées de barrières et qui impliquent vraiment des questions qui encouragent la libre circulation des biens des personnes. Daouda, vous voulez intervenir? Oui, non, je pense qu'il y a là parallèlement deux zones qui utilisent le franc CFA. Il y a là parallèlement deux zones, je veux nommer l'UEMOA et vous avez la CEMAC qui tente l'intégration. Il n'y a pas de raison qu'en zone UEMOA et CEDEAO que l'on comprenne mieux les textes, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit là le nœud du problème. Et je crois aussi que véritablement, même si le Cameroun est l'économie la plus diversifiée, il faut voir à côté, justement, ce qui se passe. Quand vous avez plus des 2/3 de vos exportations qui sont issues de la rente, c'est quand même, on ne peut pas dire que c'est une économie diversifiée. Et ça, ce type de situation, vous ne le verrez pas en Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA. Je pense que véritablement, il y a à la fois la volonté politique, le manque de diversification, et puis la volonté politique, ça concerne également la capacité des dirigeants de la CEMAC à mettre en place des politiques publiques. Parce que les politiques publiques peuvent être nationales, mais peuvent être sous-régionales ou régionales. Mais je pense que véritablement, la volonté politique, l'absence de diversification de l'économie, et puis les égos, parce que moi, les égos, c'est ce que j'appelle la volonté politique. Mais il n'y a aucune raison que l'UEMOA y arrive et que la CEMAC n'y arrive pas. C'est les mêmes populations, on est tous africains, on est tous intelligents, il n'y a aucune raison. Je pense qu'il faut... C'est pas une question... Rapidement. Oui, très rapidement. Je ne parle pas d'une question d'intelligence. C'est-à-dire, je passe plutôt d'une question sur laquelle les gens sont plus spécialisés. Okay? Nous, on n'a pas de pétrole, on est obligé de travailler sur des questions... Mais voilà, c'est ce que je disais, justement. C'est ça. Merci. Tout de suite, un rappel qui ont été développés en début de cette émission. Au Maroc, l'exécutif a tenu son premier conseil du gouvernement ce 19 avril à Rabat. Lors de son allocution devant le Parlement, le Premier ministre Saadetine El Othmani a présenté sa déclaration gouvernementale qui définit la ligne de conduite de l'exécutif pour les 5 prochaines années. Et au Mali, le gouvernement a instauré un nouvel état d'urgence de 10 jours. Il s'agit de donner plus de pouvoir aux forces de défense et de sécurité face à la recrudescence des actes terroristes. L'état d'urgence avait été déclaré en novembre 2015 après l'attaque du Radisson Blu de Bamako. Le dernier décret de prolongation de ce dispositif n'a expiré que le 9 avril 2017. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa News.